Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement à long terme sur des sociétés de qualité. Précaution d'usage, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je partage juste mon avis et mon point de vue sur certaines valeurs cotées en bourse, et donc je ne suis pas mise en cause lors de vos choix d'investissement et de vos décisions d'investissement, et donc vous devez faire vos propres recherches, lire les rapports financiers et faire le travail tout seul. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur la société Rexel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite, mais je vous dis clairement que cette société est sous-évaluée. Elle est dans le secteur de l'électrification et un peu de la rénovation énergétique, et c'est pour ça que le marché price une baisse du chiffre d'affaires et des mauvaises conditions macroéconomiques pour la société, alors qu'elle délivre la marchandise. Le premier trimestre en est la preuve, et donc on va essayer de creuser un petit peu cette société qui est très sous-coté. On a un PER de 7 à l'heure actuelle, donc on va essayer de savoir si ça représente une opportunité d'investissement. Donc le groupe Rexel estime être l'un des premiers distributeurs mondiaux de matériel électrique basse tension et courant faible en 2022 en chiffre d'affaires et en nombre d'agences. Donc Rexel, c'est une société business to business cotée sur le SBF 120. Elle est un peu méconnue des investisseurs, mais c'est une très belle société. Et l'un des premiers distributeurs mondiaux de matériel électrique, comme je viens de vous le dire. Au 31 décembre, il est présent dans 21 pays répartis en 3 régions géographiques, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Donc il y a eu 18,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 50% en Europe, 42% en Amérique, 8% en Asie-Pacifique. Et on a une marge EBITDA ajustée de 7,3%, soit 1,368 milliards d'euros. Le groupe Rexel sert 3 marchés finaux et intervient dans le cadre de projets de construction, d'extension, de rénovation ou de mise aux normes. On a le marché résidentiel qui englobe les habitations complexes, les complexes immobiliers, les immeubles, les logements publics et privés. Donc ici, le résidentiel en Amérique du Nord, c'est 8% du chiffre d'affaires, en Europe 43%, en Asie-Pacifique 18%, et donc au total pour le groupe Rexel, ça fait du 26% au niveau du marché résidentiel. Et là, on price plutôt une récession, une baisse de la consommation des ménages. C'est pour ça que Rexel est sous-évalué selon moi. Et on construit moins de logements neufs et donc moins d'électrification dans les nouveaux bâtiments. Enfin, il n'y a pas moins d'électrification, mais en volume total de construction, on fait moins de construction, donc on fait moins appel à Rexel. Voilà tout. Au niveau du marché tertiaire, qui englobe notamment les magasins, établissements de santé, écoles, bureaux, hôtels, équipements collectifs, ainsi que dans les installations de production d'énergie, réseaux publics et infrastructures de transport. Donc ici, le tertiaire, ça représente 46% du chiffre d'affaires ici du groupe. Et ici, ça devrait continuer à pas mal investir à ce niveau-là pour mieux contrôler l'énergie et se décarboner. Donc c'est un bon point pour Excel à ce niveau-là. Et c'est un gros marché pour Excel, 46% du chiffre d'affaires. Un gros secteur. Et au niveau du marché industriel qui comprend les usines et autres sites industriels, on est à 28% du chiffre d'affaires. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on me dit que la répartition équilibrée de son activité entre ces 3 marchés finaux, résidentiels, tertiaires, industriels, et entre les régions constitue un facteur de résilience globale et permet de bénéficier de différentes tendances d'électrification. Donc là, c'est très positif parce qu'effectivement, on est très diversifié au niveau des secteurs et au niveau des géographies. On a une valeur qui est quand même en dollars, qui fait beaucoup de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, pas mal en Europe également et en Asie du Pacifique, assez peu, mais ils ont le mérite d'être présents là-bas. Donc Rexel, c'est un simple distributeur, voilà. Donc c'est un simple distributeur business to business, B2B, c'est pour ça que vous ne connaissez pas vraiment. Sur ces marchés, le groupe Rexel est un maillon clé de la chaîne de valeur entre les fournisseurs de matériel électrique et les clients professionnels. Donc en effet, vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas trop accéder à Rexel, à part si vous êtes un artisan, donc là vous êtes un professionnel. Et donc, on fait l'intermédiaire entre les fournisseurs de matériel électrique tels que Legrand ou Schneider Electric, si vous connaissez, et, euh, et les artisans et autres constructeurs, promoteurs, etc. Et donc, on propose des solutions et services variés à des clients variés.
Donc aux entreprises d'installation, donc les clients sont des entreprises d'installation de matériel électrique, des utilisateurs finaux disposant de services internes d'installation, des équipementiers et tableautiers, des sociétés industrielles et des sociétés du secteur tertiaire. Et au total, l'offre du groupe Rexel se décompose en 16 familles de produits contre 15 antérieurement. On a la distribution et la gestion de l'énergie électrique, les process industriels, les câbles, l'éclairage, les appareillages et contrôles du bâtiment, les systèmes liés aux solutions de rechargement de véhicules électriques, les produits liés au photovoltaïque, les conduits et cheminées de câbles, l'outillage, mesure et fixation, les chauffages électriques, pompes à chaleur ainsi que les systèmes de climatisation et ventilation, la sécurité et la communication, les sanitaires, les applications logicielles, les infrastructures et réseaux, les produits électroménagers et enfin les services. Et donc on a pas mal de... On a un ensemble, donc on a 15 familles de produits assez diversifiées et c'est ça qui est assez plaisant chez Rexel. On distribue plusieurs familles de produits et c'est très intéressant. Donc on a un réseau de 66 centres logistiques, 1936 agences regroupées autour de différentes enseignes commerciales. Ils réalisent 4,7 milliards d'euros de ventes en ligne, soit 25% du chiffre d'affaires au global. Voilà. Rexel emploie 26 504 salariés équivalents temps plein. Donc là, c'est très très bon ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je voulais voir les parts de marché. Donc au niveau de Rexel, il estime avoir 6 à 7% des parts de marché mondiales. Donc c'est quand même assez important, mais c'est un marché très dilaté, on va dire. Et donc c'est vraiment une très très belle société. Voilà, on a fait un peu le tour et donc on price un peu une baisse des dépenses pour la consommation, même si on a une méga tendance à l'électrification. Mais selon moi, c'est pas très justifié. On a eu un T1 très très solide. Donc là, je passe tout de suite sur une petite vidéo de la part de comment on appelle ça? Smart Bourse. Et on a Elisabeth Clarton de Saint-Léger, Elisabeth de Saint-Léger de chez Clarton Associés qui nous présente un peu Rexel. Pour un exercice d'analyse fondamentale, le cas du jour est celui de Rexel qui nous est présenté par Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour parler de Rexel, qui n'est pas forcément une boîte très grand public, même si beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie ou le bâtiment connaissent forcément Rexel, spécialiste de la distribution d'équipements électriques basse tension. Je vous laisserai peut-être compléter le profil de l'entreprise, sachant que c'est une entreprise qui s'est énormément transformée ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, il faut remonter même avant la crise pandémique, ce qui a d'ailleurs été un des facteurs de résilience, j'imagine, de l'entreprise Rexel à travers la succession de crises qu'on connaît depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette transformation chez Rexel et de ce nouveau profil d'entreprise peut-être? Oui, alors tout d'abord juste pour situer, parce qu'en effet, comme c'est un acteur B2B, c'est moins connu du... Donc voilà, acteur B2B, comme je vous l'ai dit, business to business. Donc vous, c'est pas comme les grandes surfaces, etc., où c'est business to consumer, donc B2C. Ici, c'est business to business, donc c'est moins connu du grand public. Voilà. Du grand public, c'est en fait le deuxième acteur mondial derrière Sonepar, qui est aussi une entreprise française à capitaux privés. Oui. Rexel est coté, ce qui nous permet d'en parler ce soir. Donc Sonepar, premier acteur mondial, société familiale à capitaux privés. Rexel, ça fait en 2022 18,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sonepar, qui est le premier acteur mondial, lui, fait 32,4 milliards d'euros. Donc si on grossit un peu les traits, ça nous fait 2 fois plus de chiffre d'affaires pour Sonepar. 40 pays pour Sonepar, 10 milliards d'euros de ventes en ligne. Et donc voilà, Sonepar qui est un leader de marché, voilà. C'était tout. On a presque un tiers des ventes qui sont faites en ligne contre, qu'est-ce qu'on a dit ici, chez Rexel? Chez Rexel, on a dit... Chez Rexel, on a dit combien de parts en ligne? Punaise, je suis bête, c'était plus haut. Ici... Rexel, on a 25% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne. Et donc, voilà. Sonepar, très très belle société, un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de solutions associées. Donc là, il faut faire gaffe. Là, j'aurais bien investi dans Sonepar, mais ce n'est pas coté, c'est indépendant. Et donc, c'est quand même une très très belle société également. Et on a presque une meilleure croissance que Rexel. Faut que je regarde s'il y a des participations un peu de part et d'autre. Si Sonepar a des participations dans Rexel ou si Rexel a des participations dans Sonepar, faudrait que je regarde ça.
mais elle a réalisé 20 acquisitions en 2022 et 2100 collaborateurs sont dans ce groupe-là. Donc bref, c'était la petite aparté pour voir un peu les parts de marché, etc. Donc 6-7% et 2 fois moins de parts de marché que Sonepar qui donc doit avoir 12 à 14% des parts de marché. Donc c'est un marché très dilaté en effet. C'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards d'euros. Qui est présente dans 24 pays, donc c'est un acteur global, avec 26 000 collaborateurs. Donc c'est une entreprise importante et qui distribue du matériel et des solutions électriques à des clients qui sont soit des installateurs, donc quand on parle d'installateurs, ce sont des installateurs petits, comme les artisans, ou grands, donc des gens qui sont spécialisés dans la gestion des bâtiments, par exemple, ou des utilisateurs finaux, donc là, carrément, des opérateurs de bâtiments tertiaires ou des industriels qui s'occupent de tous les aspects électriques de leurs usines. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais en lisant un petit peu le document, le rapport annuel, le DEU. Et voilà les clients finaux de Rexel. Vous l'avez dit, c'est une entreprise qui distribue des produits et des solutions et des services. Voilà. C'est une partie de la transformation, c'est ça, Elisabeth ? Tout à fait. C'est de plus en plus, il y a de plus en plus finalement de valeur ajoutée dans les équipements électriques parce que l'électrification pénètre dans de plus en plus de domaines de l'activité. Et c'est là qu'un distributeur professionnel se différencie par l'accompagnement qu'il apporte à ses clients. Là, on nous dit qu'on apporte de l'accompagnement aux clients, donc forcément une certaine valeur ajoutée, parce que finalement, un distributeur, ça n'apporte pas vraiment de valeur, à part l'espace de stockage et les produits qu'il offre, il n'y a pas plus de valeur que ça, mais là, on essaye de mettre en place un véritable accompagnement. Technicité, en formation, voilà, et tout ça, c'est ce qui permet aussi de monter en gamme et de monter la valeur ajoutée apportée à ses clients. Et c'est une entreprise qui s'est elle-même énormément numérisée, digitalisée, Elisabeth, dans sa manière de fonctionner, dans la manière d'entretenir sa relation avec ses clients. Oui. Alors, il y avait en effet 2 grands axes dans la... Donc voilà, en effet, elle s'est fortement digitalisée, c'est-à-dire que c'est un peu un Amazon maintenant. Bon, je grossis les traits. C'est un peu un Amazon du matériel électrique pour le business to business, donc pour les sociétés, car en fait 25% du chiffre d'affaires est fait en ligne. Donc en gros, on a un site Rexel qui est en ligne et il y a 25% du chiffre d'affaires qui passe par un site internet. Les clients font un click and collect et donc c'est très très intéressant. Ça veut dire que même le soir, même en week-end, quand les sociétés sont fermées, eh ben, elles peuvent faire des commandes et donc c'est un levier supplémentaire opérationnel pour l'activité de Rexel. C'est assez intéressant. Donc c'est un peu un Amazon de l'électrification. Je grossis les traits bien sûr. La transformation que Rexel a opérée sur elle-même on va dire dans la dernière partie de la décennie 2010-2020, qui a été assez chahutée pour l'entreprise. Le patron d'alors s'appelait Patrick Bérard et il a pris 2 axes vraiment majeurs. D'abord, l'ajustement du maillage. Parce que c'est à peu près 60% du business, c'est du business de proximité. Ici, si on se place ici, on va noter un peu de choses. Donc voilà. Donc, pour Excel, 60% du CA, voilà, se fait par proximité. Ça veut dire que les sociétés, elles vont acheter chez Rexel dans leurs entrepôts et donc on a besoin, donc ça correspond à un maillage territorial. Donc plus le maillage est dense, plus on aura de chiffre d'affaires et donc plus on aura un avantage compétitif et les clients vont venir chez nous. Donc maillage territorial. Un peu une stratégie en nénuphar comme Steph. Si vous connaissez Steph. Et la rentabilité est très corrélée à la part de marché là où on se trouve. Voilà, donc plus on a de part de marché dans des régions, dans des pays, plus notre rentabilité augmente parce on peut faire baisser les coûts et donc on n'a pas de concurrents et donc on peut augmenter les marges. Et donc, une des premières choses, c'est d'avoir le bon maillage, c'est-à-dire le bon tissu, le bon niveau de agence, entrepôt, etc. pour être vraiment efficace et pour avoir plus de parts de marché là où on se trouve.
quitte à ne pas être présent dans certaines géographies. Donc c'est ce choix pour permettre d'être numéro 1 ou numéro 2 dans les différents pays d'Europe, par exemple. Et puis il y a eu un gros travail fait aux États-Unis, qui est le premier marché du monde et où Rexel n'était pas suffisamment présent. Et donc là, il y a eu une réflexion pour être présent dans les États qui comptent, c'est-à-dire dans les États où Rexel a de vraies perspectives. Ce qui est intéressant en effet aux États-Unis, c'est qu'on a quand même pas mal d'infrastructures qui sont très vieilles, des maisons qui sont très vieilles, et donc pour refaire du matériel électrique, Rexel est un des principaux acteurs sur le sol américain. Pour dire que c'est une société française, 50% de son chiffre d'affaires est fait en Amérique du Nord, au Canada donc, et aux États-Unis. Et donc c'est franchement intéressant d'avoir une société française qui peut se loger dans le PEA, qui fait son chiffre d'affaires à l'international, et notamment aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et puis d'accélérer l'acquisition, parce que c'est un modèle d'entreprise qui a toujours mélangé croissance interne et externe. Croissance organique et croissance externe. Et il y a une acquisition majeure qui a été faite. Et puis la deuxième chose, le maillage, effectivement, ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe Deuxième axe, c'est la digitalisation. Alors d'abord, comme canal. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo, même si c'est en x1,5, j'espère que vous comprenez bien. C'est pour avoir un maximum de temps pour l'évaluation après, et d'autres détails sur la société. De distribution, évidemment pendant la crise Covid. Comme je vous dis, ce fut utile. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe Deuxième axe, c'est la digitalisation. Alors d'abord, comme canal de distribution, évidemment pendant la crise Covid, comme je vous dis, ce fut utile. Voilà, comme vous vous y référiez, c'était fondamental d'avoir déjà avancé. Et on partait de 13% de ventes digitales en 2016. On est déjà aujourd'hui à 25%. Donc c'est quand même, ça va vite. Et au-delà du digital comme canal de vente, c'est le digital dans le fonctionnement de l'entreprise, comme outil pour être plus efficace, pour apporter plus de sécurité aux clients, et plus d'outils aux vendeurs, avec l'intelligence artificielle au service des vendeurs. Est-ce que cette transformation... Donc là, voilà, l'outil digital est très très important dans ce type de business. On automatise, on met en lien des synergies. Quand on fait des acquisitions, on met en place les logiciels Rexel de gestion, etc. Et donc, ça nous donne des synergies, c'est très important. Et on peut quand même mieux accompagner le client. Et le client, comme j'ai dit, peut faire ses commandes et mieux conseiller et a plus une vision globale de ce que propose Rexel. Est complétée aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a eu un patron emblématique, Patrick Bérard, qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite d'ailleurs il y a environ un an, je crois, avec le nouveau DG qui s'appelle Guillaume Texier. Est-ce que ça veut dire que la transformation du groupe, en tout cas ce qui a été initié par Patrick Bérard, l'ancien patron, est terminée, complétée, ou est-ce qu'il y a une passation qui est aussi une poursuite de cette transformation de l'entreprise? Alors c'est tout à fait dans la poursuite et dans l'accélération de ces bons fondamentaux. C'est pas une rupture, c'est une vraie passation, une vraie transmission. Il y a une transmission qui se fait. Guillaume Texier s'appuie sur la transformation qui a été menée et en fait aujourd'hui, ça va être une lapalissade, mais Rexel, en tant que distributeur de solutions électriques, est au cœur d'un grand enjeu de société qui est la décarbonation et qui passe par plus d'électricité dans les bâtiments, dans le transport, dans les infrastructures. Est-ce que ça confère à Rexel un statut de valeur verte, aujourd'hui en tout cas de valeur apportant des... Donc là, on a deux enjeux ici qui vont ensemble. C'est qu'on a un marché en croissance sur l'électrification et la décarbonation ici. Et Rexel, la société Rexel va avoir un grand impact là-dessus. Décarbonation, j'écris bien. Donc, sous-jacent en croissance, on va expliquer ça comme ça. Donc, on a un sous-jacent en croissance, c'est tiré par la méga tendance que sont l'électrification et la décarbonation. Solution à la transition énergétique et climatique. Oui. Et les grands axes stratégiques adoptés par Guillaume Texier découlent vraiment de cela. Parce qu'il y a un premier axe qui est accélérer la digitalisation et notamment tous les outils d'intelligence artificielle qui permettent aux vendeurs de savoir quelle est la meilleure offre à apporter à son client et donc qui est un gage à la fois de plus de dynamisme dans les ventes et puis de meilleure rentabilité. Il y a le deuxième grand axe qui est autour des enjeux ESG. Et donc ça, c'est les engagements que l'entreprise prend elle-même de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à travers ses offres, de permettre à ses clients d'avancer dans la décarbonation. Et ils ont pris des engagements de réduction scope 1 et 2, ça veut dire pour eux-mêmes, et scope 3 pour leurs partenaires, qui sont très ambitieux et qui sont tamponnés par la Science Based Target Initiative. Donc ça, c'est vraiment le Graal quand on parle... Donc moi, quand j'investis en bourse, j'aime bien avoir quand même un peu d'enjeux ESG.
que la société s'engage au niveau ESG parce que selon moi c'est l'avenir. Et donc je suis également actionnaire de la société, j'ai ouvert une petite ligne et donc je peux être biaisé dans ce que je dis, etc. pour la société, même si je la découvre. Je fais de mes recherches actuellement, je peux être un peu biaisé dans ce que je vous dis, mais j'essaye quand même d'être critique, voilà tout. Ouais, c'est un truc solide, hein. Les initiatives validées par la science, fondées sur la. Exactement ça. C'est un label qui fait foi aujourd'hui pour ce type d'entreprise et dans vos métiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont vous gérez cette position chez Cartan, d'ailleurs, Elisabeth? Est-ce que c'est une valeur que vous connaissez entre guillemets depuis longtemps? Est-ce que pour vous c'est une valeur nouvelle dans votre univers d'investissement? Et comment vous gérez la position d'une valeur qui reste quand même une valeur cyclique, même si je comprends que la transformation permet peut-être de lisser un peu la cyclicité de l'activité de l'entreprise, ça reste quand même une valeur corrélée au cycle industriel, au cycle de l'immobilier. Oui, très clairement, c'est une valeur qui, dans le cours, réagit aux humeurs sur le cycle, et à juste titre, je dirais, parce que sa croissance organique est très liée à la croissance du PIB, grosso modo. Voilà. Donc voilà pourquoi on a une baisse du cours de Rexel actuellement. Même selon moi, s'il n'est pas justifié, c'est que on n'est plus dans une croissance comme ces 20 dernières années des États, c'est-à-dire qu'on va vers une croissance où les investissements vont se faire dans les solutions de décarbonation, d'investissement, d'électrification et d'autonomisation des États. Et donc Rexel, elle peut jouer elle peut jouer un rôle majeur là-dedans, mais il faut quand même faire attention. C'est vrai que c'est assez cyclique et ça dépend des investissements des sociétés. Mais les enjeux d'électrification permettent de lisser ça permet de lisser la cyclicité actuellement. Voilà tout. Donc ça c'est indéniable, et donc on peut effectivement on peut se poser des questions avec le cycle de la construction qui ralentit, sachant que l'immobilier résidentiel c'est un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Rexel, donc c'est pas neutre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais au début, comment on appelle ça, sachant que l'immobilier résidentiel, voilà, l'immobilier résidentiel, la création d'immeubles, de bâtiments neufs est en ralentissement, et c'est 30% du chiffre d'affaires de Rexel, c'est pas rien, et donc ça peut jouer un impact actuellement sur le cours de bourse. C'est un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Rexel, donc c'est pas neutre. C'est pas rien, oui, non. Voilà, c'est pas rien. Après, il y a d'abord, nous sommes tout d'abord dans une perspective de long terme. Donc, ce qu'on regarde d'abord quand on s'intéresse à une entreprise, ce sont ses fondamentaux de qualité, pour voir si elle rassemble nos critères de beauté. Et les critères de beauté pour nous, c'est d'avoir un avantage concurrentiel, et ça, elle l'a, d'être sur des marchés porteurs. Voilà, donc là, on a comme un sous-jacent en croissance, comme j'aime le dire, une méga tendance qui va tirer Rexel vers le haut, et donc un avantage, un moat en Europe, même si Sonepar est bien installé également, donc on est quand même deuxième distributeur mondial en tout. Et on a des fondamentaux assez solides quand même. L'électrification, tout ce que vous venez de décrire le valide, oui. C'est d'avoir un management de qualité, c'est le cas aussi, et c'est d'avoir une santé. Et Guillaume Texier, selon moi, est un manager de qualité, est un directeur général de qualité, mais ça on va le voir au fil des années. Et donc pour moi, je reste positif sur le dossier pour l'instant, même si on n'a pas fait l'évaluation, je vous le dis. Financière qui permet d'avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Là aussi, on est dans les clous, parce que c'est un modèle qui génère beaucoup de cash, dont l'endettement est aujourd'hui au plus bas, malgré le fait qu'ils ont fait une grosse acquisition aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, mais ils génèrent du cash, et donc leur endettement leur permet d'envisager, ce qui est le cas dans leur plan, des acquisitions, d'autres acquisitions. Donc ça aussi, bien sûr, il y a le cycle, mais il y a le fait qu'on peut continuer aussi la croissance externe. Et puis, voilà, donc tous ces critères de beauté sont là. Après, on n'est pas autiste sur le cycle, mais il y a aussi d'autres facteurs. Dans ce nouveau c'est une valeur qui est extrêmement bien tenue, je le dis, au travers cette année 2022. L'année 2022 a été flat depuis le 1er janvier. Explosive en termes d'activité. Le T3, là, ils sont en croissance à 2 chiffres dans toutes les géographies, tous les marchés finaux, etc. Et surtout, il y a eu le retour de l'inflation. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation, c'est un bénéfice pour le distributeur. Oui. Voilà, parce que le distributeur, il profite de l'inflation, et Rexel singulièrement profite de l'environnement de rareté, parce qu'ils ont su aider leurs clients à passer justement ces crises d'approvisionnement en leur proposant des produits alternatifs, etc. Donc ils ont vraiment bien joué. Et le retour de l'inflation, alors cette année, l'effet prix il est exceptionnel, mais on peut penser que le retour de l'inflation, c'est aussi un facteur de soutien pour l'avenir de Rexel. Donc voilà. Donc c'est une valeur que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Donc c'est une valeur que nous avons aujourd'hui en portefeuille, sans oublier qu'on n'est pas immune au cycle. Oui. Et donc qui dit cycle dit volatilité peut-être un peu plus importante. Voilà, donc il faut pouvoir supporter la volatilité. Merci beaucoup Elisabeth. Elisabeth de Saint-Léger qui était
qui est intéressant, c'est que du coup, les Legrand, Schneider et tout, qui sont les fournisseurs de Rexel, augmentent leur prix. Et donc, Rexel répercute directement les prix à la hausse. Et donc, l'effet prix joue dans le chiffre d'affaires. Donc voilà un petit traçage sur la société. Un petit portrait de la société, comme j'aime le dire. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut aller directement un peu aller regarder le bilan s'il est sain. Donc ici, je vais aller directement ici. Je vais aller directement page 1 et on va voir le bilan consolidé. Et pour vous montrer un peu ce qu'est une société qui a un bilan sain. Ici, j'y arrive pas. Voilà. Ici, au niveau bilan. Aïe 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 aïe. Mais j'étais en haut. J'étais en haut. Allez, 1. Pardon, je mets un peu de temps, excusez-moi. Ici, résultat consolidé, état financier consolidé. Mais il y avait le bilan consolidé à un moment, non? État financier, quoi. Hop là, si je vais là, normalement j'ai le bilan. Voilà, je l'ai là. Perspective, état financier consolidé. Voilà. Donc là, on a quand même un très très beau bilan, vous voyez. On a du goodwill, donc ça c'est les écarts d'acquisition. On a 3 milliards 4 au niveau immobilisation incorporelle dans les actifs. Donc déjà, qu'est-ce que les actifs, qu'est-ce que les passifs? Les actifs, c'est ce qui génère le chiffre d'affaires. Donc tout ce qui est usine, actifs incorporels tels que les sites internet, etc. Les stocks, tout ça, ça génère le chiffre d'affaires. Et les passifs, c'est qu'est-ce qui finance les actifs. Donc la dette, le cash, tout ça. Je vous dis ça en gros traits exactement. Donc ici, goodwill 3 milliards 4, immobilisation incorporelle, vous avez 1 milliard 1, immobilisation corporelle, donc les bâtiments et les outils, vous avez les camions peut-être qu'il y a, etc. Vous avez 306 millions d'euros. Droit d'utilisation des actifs en location, 1 milliard 1. Ensuite, les stocks, là, il faut faire très attention à la dépréciation des stocks. Quand on a du gros stock comme ça, on a 2 milliards de stock. Il faut faire très attention à que le stock ne se déprécie pas trop. Donc 2 milliards en stock. Et au niveau trésorerie, on est presque à 900 millions de trésorerie, c'est pas mal. Et au niveau, on aime bien voir les capitaux propres qui augmentent de la société. Ça veut dire que la société a mis en réserve, donc on a le capital social de base, et la société a mis en réserve ses bénéfices, et donc c'est signe d'une bonne gestion de la société. Vous voyez, on a quand même augmenté ici de presque 1 milliard en une année les capitaux propres, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et ce qu'on recherche également, c'est les dettes non courantes financières. Donc on a 1,7 milliard de dettes financières non courantes, donc c'est à peu près on a 2 fois la trésorerie, donc franchement c'est assez supportable comme dette. Et voilà ici, obligations financières non courantes à long terme, donc 1 milliard. Provision pour retraite, impôts, voilà, tout ça c'est léger. Ensuite, dette financière courante, donc à court terme. On a 540 millions d'euros et on a un peu de dette fournisseur. Et voilà, donc là on a un très très beau bilan, pour dire. Et ensuite, au niveau du flux de trésorerie, j'aime bien calculer, comme William Higgins, la capacité d'autofinancement de la société, le cours sur la capacité d'autofinancement. Et là, actuellement, je vous l'ai noté ici, on a un cours sur capacité d'autofinancement à 4,72. Donc vous prenez le cours de l'action, donc la capitalisation totale, et vous divisez ça par la capacité d'autofinancement qui est en augmentation. Ça veut dire que la société crée de la valeur, génère de la valeur. Et Indépendance AM, ils aiment bien être en dessous de 7, et là on est à 4,72 de cours sur capacité d'autofinancement. C'est très très bon. Au niveau du ROCE également, on est plutôt pas mal ici. Au niveau du ROCE, on est à, je vous l'ai mis là, on est à 16,63. Et Indépendance AM aime bien être au-dessus de 10%. Donc là, si la société investit 100 euros, elle reçoit en gros 160 euros. C'est comme ça qu'il faut voir en gros le ROCE. Au niveau du price earning, on est à 6,34, c'est très très faible. Au niveau du price to free cash flow, on est à 8,21.
Et au niveau du price to operating cash flow, on est à 7. Donc on est vraiment très très sous-évalué ici. Donc ensuite, on va regarder tout ça. Et donc là, si vous allez sur la financière de la clarté, c'est des purs gérants quality value, c'est deux personnes. J'aime bien les voir ici. Qui sommes-nous? Donc c'est une personne qui a passé, voilà, Thibaut Le Flanchec. Il est doctorant en finance sur de sciences de gestion, voilà, stratégie de gestion de portefeuille, action, de la conciliation de la performance financière et de la performance extra-financière. Donc ici, j'aime bien leur vision des choses, également à Romain Quéré, car c'est des purs investisseurs quality value. Au niveau, voilà. Et là, ils publient de très très bonnes newsletters. Et donc la newsletter 66, elle nous parle de Rexel, à la découverte du marché. Donc ils nous disent que Rexel est une société spécialisée dans la distribution de matériel électrique, de chauffage, d'éclairage, de plomberie, etc. L'entreprise s'est développée grâce à des acquisitions d'entreprises familiales régionales en France. La société est également impliquée dans l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc ça, vous voyez l'explosion des véhicules électriques quand vous baladez dans la rue, et fournit à ses clients des produits et des services de qualité. Au niveau des ratios clés, on a une CAPI de 6 milliards d'euros. On a un PER entre 2020 et 2024 estimé de 7,9, un price to book de 1,1, donc très très faible, un price to cash flow up ou capacité d'autofinancement de 7, un return on equity de 14,08 et un gearing, donc la dette nette, la dette sur les capitaux propres, il me semble que c'est ça le gearing, de 30%, donc c'est assez faible. Le prix actuel est de 20,80 et eux ils espèrent, au niveau du consensus des analystes, 25,71 euros la cible. La société nous paraît faiblement valorisée au regard de ses fondamentaux et du potentiel sectoriel. Donc au niveau des forces, Rexel peut s'appuyer sur de nombreuses forces, leader mondial dans la distribution de matériel électrique, donc deuxième derrière ce Nepar je pense, large gamme de produits de qualité, bonne présence en ligne, solide stratégie de marketing et de communication. Donc là on est vraiment pas mal. La société compte certaines faiblesses, dépendance à un petit nombre de fournisseurs pour la plupart de ses produits, donc Schneider Legrand par exemple. Forte concurrence de grands acteurs mondiaux comme Sonepar, exposé aux fluctuations des prix des matières premières, notamment pour le câblage, les prix du cuivre. Et donc là, on est exposé aux matières premières. Au niveau des opportunités, une croissance du marché des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Donc ça, c'est un point clé du secteur. Augmentation de la demande pour les produits électriques dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Donc moins en moins d'énergie fossile pour les bâtiments. Expansion de son activité vers de nouveaux marchés géographiques tels que l'Asie et l'Afrique. Des menaces existent également, la volatilité des marchés économiques mondiaux. Donc ça c'est fou. Pression de la concurrence et des distributeurs locaux de matériel électrique. Donc oui, il y a une forte concurrence quand même dans le secteur. Changement au niveau de la réglementation et des politiques telles que les politiques environnementales. Donc voilà un peu le portrait de Rexel. Au niveau du T1 2023 ici, on a eu un très très bon T1 ici. On a eu un très très bon début d'année avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,1%. On a une de solides tendances dans toutes les géographies. On a des volumes positifs en Amérique du Nord et en Europe. Et on a un environnement favorable de prix. L'électrification et la transition énergétique demeurent des importants leviers de croissance, notamment les produits d'électrification, donc les produits électriques, 22% du chiffre d'affaires du groupe qui est en hausse de 31% sur le trimestre. C'est un facteur de croissance et de résilience, on le dit. Au niveau de l'électrification, on a un momentum en Europe qui est confirmé. Au niveau du solaire et des véhicules électriques, bon, je reprends, désolé. Au niveau 2023, la guidance est confirmée. Donc les objectifs sont confirmés. Au niveau du chiffre d'affaires, il est en hausse de 12,6% au premier trimestre et 10,1%
en organique. Et donc on a un effet calendaire de 1%. Pardon. Et ici on a des impacts positifs également pour de Scope, de Horizon et Buckle-Smith, deux spécialistes de l'automatisation industrielle de distribution aux US. Et on a Trilec également, la troisième société en Belgique, et LTL au Canada. Donc ici, on voit un peu same day sales growth by geography, donc en jours comparables par rapport à l'année 2022, la croissance du chiffre d'affaires dans les géographies. Et donc au niveau du groupe 10,1%, au niveau de l'Amérique du Nord 8,7%, au niveau de l'Europe 12,7%, et au niveau de l'Asie-Pacifique un peu plus faible 1,3%, quand même en croissance. On a les volumes qui sont en augmentation, en croissance, qui sont drivés par l'électrification en Europe et l'exécution du carnet de commandes en Amérique du Nord. Donc ici, on a des volumes au niveau du groupe qui sont en hausse de 4,1% au premier trimestre 2023, en Europe qui sont en hausse de 4,3% et en Amérique du Nord de 4,6%. Donc on a un effet prix et un effet volume qui est très très intéressant. Au niveau de l'environnement des prix, au niveau des augmentations de prix sur les produits qui n'ont pas de câble, non-cable contribution, voilà, on a plus 6,6% d'augmentation de prix. Et donc, géographie, en Europe, ces prix ont augmenté de 8,1% et en Amérique du Nord de 5,1%. Donc en plus des volumes, on vend plus cher certains produits. Et Historical Copper Price Evolution, donc là c'est le cours du cuivre. Et donc on voit que le cours du cuivre, qui a été légèrement négatif, mais qui demeure quand même à moins 0,6% au Q1 2023, donc ça baisse très très légèrement. Et on nous dit que on est à peu près comparable au deuxième trimestre 2022, je pense. Au niveau de l'Europe, donc plus 12,7% de chiffre d'affaires, on capture la méga tendance qui est l'électrification et une croissance durable apparemment. Au niveau customers, donc au niveau des services aux clients, on retourne à la normale dans la plupart des pays et dans un contexte et donc on a un contexte par contre de disponibilité des produits, donc la chaîne d'approvisionnement se détend et donc on a quand même un retour à la normale dans la plupart des pays. Au niveau des pays, on a une grosse croissance au niveau de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Suède. On a des gains de parts de marché en France et en Allemagne, c'est ce qu'on aime voir. Au niveau des produits, on a le solaire, les véhicules électriques, et là je ne sais pas ce que c'est HVAC, c'est peut-être les bornes de recharge, qui seront en hausse de 57% pour atteindre 19% du chiffre d'affaires. Donc là c'est assez énorme ce qui se passe, 57% de croissance à ce niveau-là. Et on a by the end market, on a une tendance positive dans le commerce et dans le secteur industriel, dans le segment industriel. Et le secteur résidentiel s'améliore grâce à l'électrification et l'effet halo, offsetting decline demand in traditional ED business. Donc là, on a quand même un effet, on a quand même le marché résidentiel qui se porte bien. Au niveau du portefeuille de société, disposal of Norway completed in March ahead of plan. Donc on a cédé apparemment une filiale en Norvège. Dans un plan de recentration et de maillage territorial, on préfère lâcher des parts de marché, vendre des filiales, plus que en garder plein et ne pas être efficace. Au niveau Europe,
On a la méga tendance qui est l'électrification qui tire le marché. Au niveau du marché photovoltaïque, on s'attend à une croissance entre 2022 et 2025 de 26% par an. Et au niveau des véhicules électriques, au niveau des stations de recharge, on s'attend à une croissance annuelle de 32% entre 2022 et 2025. Donc, on nous dit que la croissance de l'adoption des véhicules électriques et du solaire require ED installation, revamping for load management and monitoring. Donc ça demande des investissements et donc Rexel elle peut profiter de ces investissements. Au niveau de l'Amérique du Nord, on est en croissance grâce à l'exécution de projets et l'industrie, donc plus 8,7% au premier trimestre 2022. Donc les États-Unis grosse, donc on a de la croissance dans le commerce et les marchés industriels, mais on a quand même une petite faiblesse dans le marché résidentiel et notamment à cause d'une base élevée in the Southwest. Donc Southeast, donc au sud-est du pays. Au niveau du Canada, on a une croissance robuste, une diversifiée, donc dans tous les segments industriels et subdued commercial and residential market. Donc là, je sais pas subdued ce que ça veut dire, on va regarder ça tout de suite. Je sais lire un peu l'anglais comme vous le voyez, mais je ne suis pas un pro non plus. Marchés commerciaux et résidentiels en berne au Canada, voilà. C'est ce qu'on nous dit. Au niveau du carnet de commandes en Amérique du Nord, on est stable et ce qui nous donne de la visibilité. On a une bonne exécution du carnet de commandes et on a quand même un renouvellement du carnet de commandes ici dans le trimestre ce qui reste positif. Au niveau, on a une très très bonne intégration apparemment des dernières sociétés qui ont été achetées, notamment au niveau de Buckle, Smith et Horizon aux États-Unis et de LTL au Canada. Donc j'essaie d'aller un peu vite ici. Au niveau de Resilience et Diversified marchés finaux en Amérique du Nord. Donc on a un carnet de commandes qui est diversifié donc avec aucun marché qui ne dépasse 20%. Donc c'est très très bon. On a une exposition aux marchés résilients qui sont les utilities, les hôpitaux, l'éducation, l'infrastructure, les services environnementaux et entertainment, c'est entraînement, oui je sais pas comment on traduit ça. Bref, c'est pas grave. Donc la plupart des marchés sont directement exposés ou indirectement exposés tous des plans de croissance et d'investissement, donc notamment l'Inflation Reduction Act, CHIPS Act, Infrastructure Act. Donc on a plusieurs tendances de fonds qui font croître aux États-Unis le marché et donc la demande pour les solutions de Rexel, ce qui est très positif. Et on a également l'efficience énergétique et les tendances d'électrification qui sont des facteurs importants de résilience du business. Reshoring, trend driving, industrial automation. Donc tous les segments sont en croissance et ici on nous dit que pour 2023, la guidance est confirmée et donc same day in sale growth. Donc on s'attend à une croissance organique entre 2 et 6% à taux de change et en base comparable en croissance organique pure, pardon, à comparable scope, donc à punaise, je suis perdu, excusez-moi. Donc le scope comparable, donc à taux de change et à punaise, je suis bête, à taux de change et à intégration constante, ça veut dire que les sociétés intégrées, on ne les prend pas en compte. Un EBITDA ajusté entre 6,3 et 6,7% et une conversion de free cash flow supérieure à 60%, donc ce qui est très très bon.
Voilà. Donc moi je reste positif sur Rexel. On va tout de suite se faire une petite évaluation pour terminer. Et voilà tout. Donc ici, je me place ici sur Excel. Donc au niveau de Rexel, on s'attend à, qu'est-ce qu'on a dit, en croissance organique, ici, entre 2 et 6%. Donc je vais prendre 6% de croissance ici. Ici, hop là, donc si on regarde la qualité du business, revenu, en année pleine, voilà, on a une très très belle croissance de la société. Là, ça a été stable pendant 10 ans presque, et là, on a de nouveau de la croissance. Donc le plan en place est très très bon, et si on se place 18, on va prendre le consensus des analystes, vu qu'il y a beaucoup d'analyses sur le dossier. Donc revenu, analyst count, là, et revenu, consensus average. Donc ici, j'aime bien regarder ça, voilà. Ici, donc on a 12 analyses sur le dossier, donc on s'attend à 18,91. On a 18 combien là? Total revenu, on a 18,7. Bon, moi je me fie pas aux analyses, je me fie à ce que dit le management. Et donc 18,70. Donc 18 milliards. Donc 18,70 plus 6%. Je prends la fourchette haute parce que je prends de la croissance organique et inorganique. Donc on sera à 19,822 à ce niveau-là. Donc 19,822. Au niveau de la marge nette et des... Est-ce que les free cash flow vont dans le même sens que les net income? Ici, free cash flow et net income. Donc si on les met sur le même graphique ici, on peut voir que depuis ces côtés, donc là on a toujours eu des free cash flow positifs, mais les net income ont été négatifs en 2020. Donc là ça veut dire qu'on a eu des grosses dépréciations, notamment je pense des stocks, mais ce qui est important c'est d'avoir toujours des générations de flux de trésorerie très importantes de free cash flow. Et donc là on a des net income supérieurs au free cash flow actuellement. Parce que la société fait des acquisitions et on fait augmenter le besoin en fonds de roulement. Donc voilà, je pense que cette marge négative en 2020, elle est pas si négative que ça, elle est pas méchante quand même à ce niveau-là. Donc au niveau de la marge nette, ici, net income margin, non, c'est pas ce que je voulais, net income margin, voilà. Ici, je pense qu'on peut rester durablement à ce niveau-là parce que la société est bien gérée, on a un bon plan là-dessus. Moi, je fais confiance au management. Ici, sur 10 ans, sur 5 ans. Allez, même si on est conservateur, je vais prendre 4% de marge nette, parce que c'est un distributeur, et je suis assez conservateur, même si on a 5%, et je pense que le 5% est durable. Au niveau du price earning, cette société, elle s'est changée assez cher, et là, on a une réelle chute actuellement. Actuellement, on est réellement en chute libre. Ici, donc on était quand même sur le tout à 19,1% de price earning, donc c'est très très élevé. Sur ces 10 dernières années, on est à 22. Sur ces 5 dernières années, on est à 14. Donc moi, je pense que ça peut s'échanger à 15 fois les bénéfices, parce que la société, elle va plus être si cyclique que ça. Là, on peut se dire qu'on est en haut de cycle, donc la société est sous-évaluée, mais je ne pense pas non plus. Donc 15 fois les bénéfices, et on voit qu'aux États-Unis, quand même, on a une très très forte demande, et ce qui demeure très positif pour la société. Donc à 15 fois les bénéfices, avec la dette, on va regarder ça en compte. Ici, donc, PER de... Allez, je vais être très très conservateur, je vais prendre 13 et 15, et vous allez voir qu'on est sous-évalué. Au niveau du nombre d'actions, on a combien de nombre d'actions? Ici,
On a un nombre d'actions à peu près stable ici, en légère diminution. Donc 303, ici 303, c'est pas là que je voulais aller. On a 303,67 millions d'actions. Donc ici, est-ce qu'on parle de rachat d'actions ici? Est-ce que la société compte racheter ses actions? Ici, CTRL F, rachat. Non. Et ici, est-ce qu'on parle de rachat d'actions ici? Punaise, mais je fais la même erreur en deux fois. Rachat d'actions. Donc ici, hop là. Donc les achats nets d'actions propres dans le cadre de ce contrat se sont élevés à 0,8 millions d'euros en 2022. Ici. Donc on a annulé des actions apparemment là, mais est-ce qu'on les a? Ah voilà. Donc ici la politique d'allocation du capital, pendant que le cours de l'action est pas cher, le 16 juin 2022, Rexel a annoncé un programme de rachat d'actions propres d'environ 400 millions d'euros d'ici 2025. Donc là c'est vraiment excellent. Et dans le cadre de ce programme, 4 millions d'euros, 4 millions d'actions ont été rachetées en 2022 pour un montant de 65,5 millions d'euros. 3,5 millions d'actions ont été rachetées pour 56,2 millions d'euros qui ont été annulés. Franchement, c'est très très bon ça. Voilà. Donc là, franchement, on a du rachat d'actions. On va avoir 500 millions d'euros de rachat d'actions. Donc là, c'est vraiment... Non, 400 millions, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, 400 millions, c'est vraiment très très bon ici, si la société rachète ses actions. Et au niveau dette net, on se retrouve là. Net debt. Ici, on est à 2, on a 2,66 milliards d'euros de dette. Donc ici, on a quand même 2,66. Pourquoi j'ai mis ça? 2 milliards 66 millions d'euros. Ici, donc voilà. On est plutôt endetté. Si on regarde vraiment le levier net dette sur EBITDA, on voit qu'on a un levier d'1,6. Mais ici, si on prend la moyenne, c'est une société qui mérite beaucoup de levier. On fait beaucoup d'acquisitions. Et donc, on a quand même un levier moyen de 3,2. Et là, on a 1,6. Donc, on a un levier très très faible actuellement. Ce qui est très très intéressant. Donc à ce niveau-là, on peut passer à l'évaluation quantitative. Donc le dividend yield, il est à 6,25, la vache, c'est énorme. Donc là, on a pour les gens qui cherchent le dividende, c'est très très bon. Et au niveau des net income, des rendements des net income, ici, si on se fait du 923 divisé par la market cap qui est de 82, on tombe à 15,7% de rendement. Donc là, 15,7% de rendement, c'est vraiment assez incroyable. C'est une belle opportunité d'investissement au cours actuel. Donc, franchement, on va calculer la valeur de l'action, mais on a un rendement quand même de 15,7%. Donc c'est franchement mon action du mois ici. Hein. Donc 15,7% de rendement des net income, c'est vraiment assez incroyable. Hein. Ça se voit que la société est sous-évaluée actuellement et qu'on price quelque chose de pas très très bon. Donc on va prendre PER de 13 et PER de 15. Voilà tout. Parce que quand on regarde des Schneider Electric ou des Legrand, même si c'est des fournisseurs là-dedans, des fournisseurs de Rexel qui distribuent juste les produits, on est quand même à 20 fois les bénéfices. Donc ici, faut quand même pas abuser ici. Donc à ce niveau-là, on prend 19 822, donc 19,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires fois la marge nette qui est un point de base sous-évalué selon moi. J'ai été très très conservateur là-dessus. Ensuite, on prend un PER de 13 fois les bénéfices, fois 13 fois les bénéfices.
on diminue ça de la dette qui est de 2 660 millions d'euros, la dette nette, et on divise tout ça par le nombre d'actions qui est de 303,67 millions d'actions, on tombe à 25,18 euros l'action. Donc on est à peu près au niveau du consensus, et ça j'aime ça, j'ai été conservateur quand même. On a 25,2 euros l'action, et donc à 15 fois les bénéfices, on a quoi à 15 fois 793 fois 15. Donc là, 793 fois 15, ça nous donne ceci, fois 15 fois les bénéfices, moins 2 milliards 660 millions de dettes ici. On tombe à 9 milliards 235 millions, et on divise tout ça par le nombre d'actions, on tombe à 303,67 millions d'actions, et on tombe à 30,4 euros l'action. Donc ici 30,4 euros l'action, donc c'est pas des choses surréalistes hein, non plus, on n'est pas des extraterrestres, mais là rien qu'à 13 fois les bénéfices ici, si on met 25,2 divisé par le cours actuel qui est de 19,2, ça nous donne un upside potentiel de 31%. Donc ici, je mets le upside ici, ça nous donne 31% de upside, 31%. Et ici, le PER de 15, ça nous donne ici, si je prends 30,4, ça nous donne divisé par le cours actuel 19,20, ça nous donne un upside de 58%. Donc 58%, voilà, très bien. Donc ici, on est très sous-évalué selon moi, et donc au niveau du consensus des analystes ici, si vous allez sur Alpha Spread, on peut bien voir ce type de choses, et au niveau du consensus ici, voilà, on serait à 26,62, donc 37% de upside. Ici, je suis à peu près dans le consensus, je ne sais pas pourquoi il y a un analyste qui prévoit un downside pareil, et l'analyste qui vise le plus haut, c'est presque 38 euros l'action. Donc franchement, je reste très positif sur le dossier pour jouer l'électrification, l'ESG et la transition énergétique. Je trouve que c'était une très belle société, pendant que là, si je prends au niveau des price earnings, voilà, même si ils ont eu des très solides croissances, Legrand et Schneider, voilà, si je prends ça au niveau Legrand et au niveau Schneider électrique, voilà, on serait ici, donc pour c'est quoi sous c'est Schneider Electric, on est actuellement à 25,7 fois les bénéfices, et à Legrand 21,6 fois les bénéfices, même si bon, c'est pas tout à fait le même secteur, on est purement industriel chez Legrand et Schneider, on produit des choses, alors que Rexel, on a un simple distributeur, on est quand même très sous-évalué, et eux, la croissance, la baisse de construction résidentielle, le marché, il le price up à ce niveau-là. Donc franchement, on est très sous-évalué, et selon moi, c'est une belle opportunité d'investissement. Parce que vous regardez sur ces dernières années, Rexel, ça suit les price earnings de Schneider et Legrand, jusque le décrochage ici en 2020, et l'hypercroissance, on était à 60 fois les bénéfices Donc après qu'on ait eu des bénéfices négatifs ici en 2020, on a eu un très haut price earning, et depuis que les résultats sont solides, là on est très sous-évalué. Voilà tout. Donc c'était Invest Academy. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications, et de me dire si cette vidéo vous a plu. Ciao ciao.